Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que je travaille actuellement sur un autre format vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne en plus du format actuel qui lui sortira toujours une fois par semaine. À ce niveau-là, rien ne change. Le nouveau format sera plus court, environ 4 ou 5 minutes, et j'ai décidé de l'appeler First. Je ne vous en dis pas plus et passons au vif du sujet. Notre civilisation ne cesse d'augmenter ses besoins en énergie. Nous sommes de plus en plus nombreux, notre niveau de dépendance à la technologie monte en flèche, bref, tout ça a un coût énergétique immense et nos ressources sont loin d'être inépuisables. C'est pourquoi il existe depuis déjà un bout de temps plusieurs secteurs de recherche de futurs moyens de production d'énergie, et l'un d'eux s'appelle la fusion nucléaire. Dans cet épisode qui lui est consacré, on va voir ce que c'est, ce qu'on pourra en faire dans le futur, voire même dans l'espace, on va également voir si c'est aussi propre qu'on le dit, et d'autres points tout aussi importants. Bref, c'est parti pour ces 10 choses à savoir sur la fusion nucléaire. Avant toute chose, il serait bon de savoir ce qu'est exactement la fusion nucléaire. Alors pas de panique, c'est relativement simple, c'est juste deux ou plusieurs atomes, ou noyaux d'atomes plus précisément, qui fusionnent entre eux pour n'en former qu'un seul. C'est d'ailleurs ce qui se passe tout naturellement dans notre étoile, le Soleil, où les noyaux d'atomes d'hydrogène fusionnent entre eux. Cette fusion donnera naissance alors à un seul noyau d'atomes d'hélium, sauf que ce nouveau noyau est plus léger que l'ensemble des précédents noyaux d'hydrogène qui ont été utiles à sa création. Il y a donc une différence de masse qui sera convertie en énergie selon la célèbre équation d'Albert Einstein. Énergie égale masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Pour le petit exemple, le Soleil fusionne 619 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde. Cette fusion donnera naissance à 614 millions de tonnes d'hélium. Nous avons donc une différence de masse d'environ 5 millions de tonnes et qui seront donc converties en énergie. Dans ce cas-ci, ça donnera l'équivalent d'environ 7625 milliards d'explosions nucléaires comme il y a eu à Hiroshima chaque seconde. Et oui, ça en fait de l'énergie, mais est-on réellement capable de l'exploiter sur Terre ? Il existe déjà plusieurs réacteurs à fusion nucléaire sur Terre, mais tous sans exception sont encore au stade expérimental. Et l'un d'eux est en construction dans le sud de la France, le projet ITER, qui signifie en français Réacteur Thermonucléaire Expérimental International. Son principal objectif est de vérifier si l'exploitation de la fusion nucléaire dans nos centrales électriques est faisable. Tout comme dans les centrales nucléaires classiques, ITER possède un réacteur nucléaire, sauf qu'ici c'est de la fusion et pas de la fission. Le seul point commun, c'est qu'il va produire lui aussi de la chaleur, et pas qu'un peu. Ici on parle d'une température théorique avoisinant les 150 millions de degrés Celsius qui vont être utiles à alimenter une chaudière produisant de la vapeur, qui à son tour va entraîner des turbines pour produire du courant. Aux alentours de 2025, les chercheurs du site espèrent atteindre un rendement de 500 MW avec un apport énergétique de 50 MW nécessaire au déclenchement de la fusion, soit une production 10 fois plus puissante que l'énergie consommée pour le démarrage. Alors évidemment, tout cela a un coût monstrueux de plusieurs milliards d'euros, la technologie est extrêmement chère comme pour tout ce qui est expérimental. Mais la fusion nucléaire fait selon moi partie intégrante de notre futur. Le projet ITER est l'une des étapes coûteuses mais nécessaires pour un avenir où nous serons obligés de dépendre de moins en moins des énergies fossiles. Donc comme on dit, qui vivra verra, et direction point suivant où malheureusement la fusion nucléaire peut être utilisée à des fins moins pacifiques. Voyons ça de suite. Dans de nombreux cas, lorsque une nouvelle technologie voit le jour, les dirigeants militaires sont à l'affût d'une possible exploitation en cas de guerre. Et la fusion nucléaire n'échappe pas à la règle, c'est d'ailleurs ça qui a permis l'invention de la bombe à hydrogène, connue également sous d'autres noms tels que la bombe thermonucléaire, la bombe H ou encore la bombe à fusion. Vous le savez déjà, pour amorcer la fusion nucléaire, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi une bombe à fusion est composée d'au minimum 2 éléments. Le premier est une bombe atomique classique au plutonium. Son explosion va permettre d'atteindre la température de plusieurs millions de degrés nécessaires à fournir l'énergie utile à la fusion des atomes du deuxième élément. Et qui dit fusion dit aussi dégagement massif d'énergie qui donnera tout cet aspect meurtrier et dévastateur à la bombe à fusion. Et comme si ça ne suffisait pas, il est possible d'ajouter autant d'éléments de fusion nucléaire qu'on le souhaite à une bombe H. Ce qui signifie que, théoriquement, il n'y a pas de limite de puissance à ce type d'arme, étant donné que chaque élément va amorcer la fusion de l'élément suivant. C'est pourquoi lors des tests thermonucléaires, il est utilisé ce qu'on appelle un tampon en plomb. Ce métal lourd limite la puissance comme il a pu le faire lors de l'explosion de la bombe H la plus puissante de l'histoire, la Tsar Bomba, qui fut brisée à 57 mégatonnes alors que sa puissance initiale était estimée à 100 mégatonnes, soit l'équivalent d'une explosion de 100 milliards de kilos de TNT. Bref, ça fait peur, et justement, voyons ce qu'il en est de la sécurité en cas de défaillance de réacteurs à fusion. C'est
C'est un sujet qui revient automatiquement lorsqu'on parle du nucléaire, la sécurité. Nous avons tous déjà entendu un jour ou l'autre des sujets d'actualité concernant certaines centrales nucléaires qui sont équipées de réacteurs vieillissants, voire même carrément obsolètes. Mais qu'en est-il des réacteurs à fusion en phase de test? Sont-ils aussi dangereux que les réacteurs à fission? Pourraient-ils engendrer des catastrophes comme Tchernobyl ou plus récemment Fukushima? Eh bien la réponse est non. Contrairement à la fission nucléaire qui est pour rappel le fait de casser le noyau d'un atome, la fusion, elle, ne provoque pas de réaction en chaîne incontrôlable. Et il serait donc impossible théoriquement de perdre la gestion du processus. Et même dans le cas où il y aurait une panne de l'équipement informatique, électronique ou encore électrique, la fusion nucléaire s'arrêterait de manière naturelle et donc finirait par ne plus dégager cette chaleur extrême qui a malheureusement occasionné la fusion des cœurs des réacteurs de Tchernobyl et Fukushima pour ne citer que les plus graves. Donc en bref, un réacteur à fusion nucléaire est une machine théoriquement sûre. Après évidemment, il faudra voir sur le long terme lorsque les premières véritables centrales électriques utilisant ce type d'énergie verront le jour, mais je pense qu'on y gagnera au change et pas seulement au niveau de la sécurité. Qui dit centrale électrique dit aussi carburant, ça peut être entre autres du gaz naturel, du pétrole, du charbon, de l'uranium ou même la force du vent. Mais aucun de ces carburants ne seront utiles pour le bon fonctionnement d'une centrale à fusion nucléaire. Et si vous avez bien suivi, c'est d'hydrogène qu'on aura besoin, plus précisément de deux types d'atomes, le deutérium et le tritium. Le premier de ces messieurs, donc le deutérium, est disponible en quantité stratosphérique de nos océans. C'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que la méthode d'extraction est extrêmement coûteuse. C'est d'ailleurs un des gros pourcentages des coûts d'exploitation de réacteurs à fusion nucléaire. Le deuxième type d'atome, le tritium, est beaucoup plus rare, mais ce n'est pas un réel problème étant donné qu'il peut être fabriqué au sein même du réacteur. Les gros soucis qu'il a sont sa durée de vie, qui est relativement courte, et la grande difficulté à le stocker. En effet, il fait partie de ces atomes si petits qu'il peut passer au travers de matières comme l'acier, et qu'il faut donc déployer encore une fois des moyens technique très coûteux pour les produire et le stocker de manière à ce qu'ils soient totalement confinés. Après, une fois que vous avez passé ces étapes, il n'y a plus qu'à fusionner les deux atomes et vous avez votre fusion nucléaire. Donc en gros, niveau quantité, il y a moins de gérer, le stockage c'est moyen mais ça passe, mais par contre ça coûte un bras et perso je n'ai pas envie de vendre un rat pour payer ma facture de courant. Donc on va les laisser finir gentiment leur phase de test en attendant une diminution massive des coûts de production. N'importe quelle centrale nucléaire qui se respecte doit avoir malheureusement son quota de déchets radioactifs et ça concerne aussi les centrales à fusion. Mais il y a une différence qu'on peut qualifier de majeure entre les réacteurs à fusion et les réacteurs à fission. Nos centrales actuelles produisent ce qu'on appelle des déchets de haute activité à vie longue. Ces matières hautement radioactives sont ce qu'il y a de plus dangereux pour l'environnement. C'est pourquoi une grosse partie sera confinée dans des sortes d'abris situés à des grandes profondeurs dépassant les plusieurs centaines de mètres sous la surface de la Terre, le temps que les déchets ne soient plus dangereusement radioactifs. Et justement, en parlant de temps, ce type de déchets devrait être confiné sur une durée allant de plusieurs centaines à plusieurs millions d'années selon leur degré de radioactivité. On peut dire clairement que c'est le mauvais profil de réacteur à fission nucléaire. Bon, après, le réacteur à fusion n'est pas blanc comme neige non plus, sauf que ces déchets sont beaucoup moins dangereux que ceux de la fission. En effet, il ne faudra que quelques dizaines d'années tout au plus pour que la matière irradiée atteigne un niveau de radioactivité qui n'est plus dangereux pour l'environnement. Comme quoi, il ne faut pas mettre toutes les exploitations de l'énergie nucléaire dans le même sac. Pas d'amalgame comme on dit souvent. Mais bon, il y a encore un point sur l'environnement qu'on doit aborder et on fait ça de suite. Je vais peut-être en vexer certains ou certaines, mais l'énergie nucléaire est une énergie relativement propre, sauf qu'il y a les déchets. Justement, ça serait génial de pouvoir passer un jour à la fusion nucléaire qui permet de n'avoir que des déchets nocifs sur des courtes durées relatives comme on a vu au point précédent. Alors, déchets mis à part, comment est-ce que j'ose dire que l'énergie nucléaire est propre? Eh bien, un réacteur à fusion nucléaire ne dégage absolument aucun dioxyde de carbone ou CO2, autrement dit des émissions de gaz qui favorisent l'effet de serre et donc le réchauffement global de la Terre. Je rappelle qu'une centrale nucléaire est avant tout une centrale thermique qui utilise la puissance du réacteur pour faire s'évaporer de l'eau pour ensuite entraîner des turbines. Donc oui, l'énergie nucléaire est propre et pourrait l'être encore plus lorsque la fusion nucléaire remplacera totalement la fission, mais malheureusement ce n'est pas encore pour demain et justement on va parler du futur. Ne vous attendez pas à ce que je parle tout de suite de vaisseaux spatiaux parce que j'en parle au point juste après. Ici, on va juste essayer de se projeter dans un avenir relativement proche, aux alentours de 2040, année autour de laquelle certains prévisionnistes estiment qu'on aura nos premiers réacteurs nucléaires industriels à fusion. En espérant que d'ici là, les actuels coûts astronomiques d'exploitation auront massivement diminué, parce qu'un monde principalement alimenté par la fusion nucléaire, ça serait vachement cool. Diminution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, réduction de l'impact environnemental vu que les déchets radioactifs sont, comme on a pu le voir au point précédent, beaucoup moins dangereux, réduction
réduction massive des manifestations antinucléaires vu qu'il n'y aura plus trop de raisons de s'inquiéter en cas de panne de réacteur à fusion, et surtout ça sera un gros pas en avant vers l'abandon des énergies fossiles dites classiques, telles que le pétrole, le charbon et j'en passe. Enfin bref, que ça soit au niveau écologique ou technologique, nous avons tout intérêt à continuer les recherches sur l'exploitation de la fusion nucléaire en tant que source d'énergie. Voilà, nous allons rester dans le domaine du futur et on va même aller faire un petit tour dans l'espace. L'une des prochaines grandes étapes de l'histoire de l'exploration spatiale est d'envoyer une mission habitée vers la planète Mars, située à une distance variant entre 55 et 400 millions de kilomètres selon la position des deux planètes sur leurs orbites. Avec la technologie actuelle, il faudrait environ 6 à 7 mois pour un aller simple de la Terre vers Mars, ce qui est extrêmement long mais surtout dangereux. Car même si le futur vaisseau spatial disposera de puissants blindage contre les radiations de l'espace, il faut aussi savoir que sans gravité, les muscles s'atrophient et la masse osseuse s'affaiblit. Donc la meilleure des solutions serait de diminuer le temps de voyage, et c'est là que la fusion nucléaire pourrait bien changer la donne. Il serait théoriquement possible d'équiper le vaisseau de petits réacteurs à fusion nucléaire qui fournirait de l'énergie nécessaire à la propulsion de l'engin. Et là, il y a différentes possibilités. La première est d'utiliser le plasma issu de la fusion nucléaire, de la confiner dans un puissant champ magnétique pour enfin la libérer à l'arrière du vaisseau, ce qui lui donnerait la force nécessaire pour se propulser. Deuxième possibilité, utiliser des mini-bombes nucléaires à fusion qui seraient lâchées à l'arrière de l'appareil, et ce seraient donc ces ondes de choc consécutives qui pousseraient le vaisseau spatial vers sa destination. Ah, il faudra pas avoir peur. Et enfin, dernière possibilité, utiliser l'énergie du réacteur à fusion pour alimenter un moteur ionique. En gros, c'est le principe d'éjecter du carburant, plus précisément du gaz xénon, à travers deux grilles électriquement chargées, qui vont modifier la charge électrique des atomes du gaz et ainsi permettre au vaisseau spatial d'accélérer. Bon, après c'est ultra résumé, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les sources dans la description. Et on arrive déjà au dernier point. Depuis les débuts de son existence, l'homme n'a jamais cessé une seconde de se faire la guerre. La plupart de ces conflits reposent sur le principe d'envahir l'ennemi pour en exploiter ses ressources, qui sont très loin d'être illimitées, et à côté de ça, nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre. Et là aussi, la fusion nucléaire pourrait bien aussi jouer un rôle majeur vers une utopique paix mondiale, ou en tout cas diminuer fortement les guerres. Parce que je rappelle que l'hydrogène utilisé pour la fusion fait partie des ressources hyper abondantes sur le globe. À l'heure d'aujourd'hui, les coûts de production et d'extraction des deux atomes nécessaires sont beaucoup trop élevés pour que la fusion nucléaire soit économiquement viable. Mais on peut espérer que dans plusieurs dizaines d'années, la technologie aurait évolué et que ces énormes frais d'exploitation seront grandement diminués. Ce qui fait que la Terre pourrait un jour avoir accès à une source d'énergie quasiment inépuisable. De l'hydrogène, il y en a absolument partout dans les océans ainsi que dans certains gisements sur les plaques continentales. Et peut-être suis-je un petit peu trop optimiste, certains me diront que je vis dans un monde de bisounours, mais malgré tout ce qui se passe dans le monde, j'ai encore confiance en l'être humain. Beaucoup d'entre nous œuvrent pour la paix sur la Terre, et vu les tendances actuelles, c'est dans notre propre intérêt ainsi que celui des futures générations de faire tout pour que dans l'avenir, chaque être humain puisse naître sous le signe de la dignité. Et cette vidéo touche à sa fin les amis, c'était encore une fois un vrai plaisir pour moi de réaliser cet épisode sur un thème aussi passionnant. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce, le commentaire et l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines sorties. Si vous souhaitez participer financièrement à la réalisation des vidéos ainsi qu'à l'évolution de la chaîne, une page Tipeee est à votre disposition, le lien est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.